Voilà, donc normalement, vous avez reçu un petit message que vous devez approuver. Et donc là, il y a encore une personne qui vient de rentrer. Bonjour tout le monde, bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Voilà, On bienvenue. voit un message à Steph pour voir si elle nous entend. Ok, parfait. Donc, bienvenue à cette première du cycle des webinaires offerts. Je suis ravie, je suis toute excitée parce que ça fait des semaines, voire des mois, je ne sais plus, que j'en ai parlé à Anne-Catherine. J'ai choisi pour être ma première intervenante parce que le thème de l'hypersensibilité ou haute sensibilité, mais Anne-Catherine vous en parlera après, me tient tout particulièrement à cœur. Et donc, j'ai décidé de lancer ces webinaires suite aux accompagnements que je fais en séance individuelle et du constat que beaucoup de personnes, en fait, s'interrogent parfois sur ce concept. Alors, il y a des gens qui ont du mal avec les étiquettes, pas d'étiquettes, enfin bref. Et donc, je voulais, éclaircir un petit peu tout ça avec une experte du domaine. Voilà. Et du coup, peut-être que si tu peux lancer justement le petit réel, je vais clôturer mon partage. Donc, peut-être que vous l'avez vu circuler sur mes réseaux sociaux. J'ai diffusé la semaine passée un petit réel très inspirant d'un monsieur que j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous le diffuser pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir. Enfin, Anne-Catherine plutôt va vous le dire. Ok, tu me dis, hein. C'est bon? Tu peux lancer. Ouais. Un hypersensible n'est pas un malade, c'est juste quelqu'un qui est normalement sensible dans un monde dans lequel les stimulations sont excessives. Et s'il est plus sensible que les autres au beau, à ce qui à un moment donné est lié à l'empathie, aux émotions des autres, mais c'est quoi cette société qui irait dire que quelqu'un qui est sensible aux émotions des autres et sensible au beau est un malade qui doit être soigné, traité? Pourquoi? Pour le dire moins sensible au beau, moins sensible aux émotions des autres. Là, je pense que ça, c'est le signe d'une société malade. Un hyper... Voilà. Ah, voilà. Super. Oui. Attends. C'est bon, j'ai arrêté le partage? Oui, super. Merci beaucoup. Et donc, voilà, je trouvais ça tellement court et tellement pertinent. Et, Nourris ta foi et tes peurs vont mourir. Voilà, c'est bon, désolée. Okay. On a entendu un accent canadien. Donc, voilà. Donc, Anne-Catherine, moi, je te connais, mais du coup, peut-être qu'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas. Et donc, en fait, c'est une experte de l'hypersensibilité, mais c'est aussi une femme et une épouse, une maman qui aime croquer la vie à pleines dents. Comme elle dit, elle aime les arcs-en-ciel, car pour prendre naissance, en fait, il faut accueillir en soi autant les moments de soleil, le soleil et la pluie. Donc, professionnellement, elle est coach en émotion et en haute sensibilité. Elle accompagne les adultes, mais aussi les enfants et les personnes qui les entourent, en fait. Donc, ça peut être l'équipe éducative, etc. Elle organise aussi des ateliers, que ce soit en groupe ou même en individuel. Alors, sa formation première, elle est assistante sociale et elle a toujours voulu en fait accompagner l'humain dans sa globalité. Donc, ses valeurs principales sont l'humanité, l'accueil chaleureux de soi et de l'autre, la curiosité bienveillante pour rejoindre et comprendre l'autre. Voilà. J'espère que j'ai été complète. Ouais, je suis très émue de t'entendre dire tout ça. Donc, merci beaucoup. Oui, voilà, moi, je m'appelle Anne-Catherine Comain, assistante sociale, plein de formations, thérapie familiale, thérapie brève, et là, je me forme à la thérapie ACT. Et plein d'autres formations. Je crois que Frédéric, on sait qu'une fois qu'on commence à se former, on ne s'arrête plus. Et à un moment donné, voilà, j'avais vraiment envie de me spécialiser dans les émotions parce que pour moi, l'émotion, c'est une porte d'entrée pour aller à la connaissance de soi. Ça peut être d'autres portes d'entrée. Je ne dis pas que c'est celle-là pour tout le monde la meilleure, mais en tout cas, dans ma façon d'accompagner, que ce soit en groupe, en individuel ou dans des projets, c'est via les émotions voilà, que j'ouvre la porte de la connaissance de soi. Je vais partager mon petit PowerPoint, si ça vous va. Et avant ça. Et donc, par rapport à l'hypersensibilité, oui, j'ai été
décidément, de partage. Qu'est-ce que j'ai fait? Des Mais ça petits- fonctionne. Enfin, en tout cas, on voit ton écran. Ok, d'accord. Tu peux le mettre en plein écran, peut-être. On voit Ah mieux oui. le slide. Oui, alors du coup, je ne sais pas aller chercher mes slides que je veux. Donc, si ça va pour tout le monde, je vais le laisser comme ça. OK. Et alors, par rapport à la haute sensibilité, je me suis formée auprès de l'Observatoire de la sensibilité qui a été créé par Saverio Tomasella, qui est quand même une des personnes en francophonie, en tout cas, qui est le spécialiste de la haute sensibilité et des traumas aussi. Et par l'Hyper-Académie de Katia Sonem. Katia Sonem a écrit 4 livres maintenant, puisque le 4e vient de sortir sur les écrans. Donc, par rapport à la haute sensibilité, voilà, il y a toutes mes autres références, mais c'est un peu mes 2 références. Frédéric, de quoi va-t-on parler? De la haute sensibilité, on a bien compris, mais donc… Alors, avant, une petite parenthèse. Est-ce que vous pouvez éteindre vos sons pour les participants? Parce qu'alors, on a des bruits de fond et donc, on ne sait pas bien suivre. Donc, si vous pouvez couper vos micros. Je pensais que je savais le faire à distance, mais voilà, pour ne pas chercher. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va… Oui, on va bien sûr parler d'hypersensibilité, un peu redéfinir ce que c'est, les critères, et aussi surtout se concentrer sur les avantages. Souvent, on a la vision d'être hypersensible, c'est une tare, c'est une fragilité, c'est difficile à vivre. Et je pense, moi, mais de mon côté, pas experte, mais de mon côté, voilà, pour le pratiquer, pour rencontrer des gens en séance, etc. Moi, j'aime avoir que c'est une force et que c'est quelque chose qui demande à s'apprivoiser pour devenir quelque chose de merveilleux. Et du coup, voilà, on va aussi passer en revue les avantages et les points forts d'être quelqu'un dit hypersensible. On va aussi parler, enfin, Catherine va parler des pièges à éviter, d'un phénomène de saturation, mais elle expliquera ça tout à l'heure. Et donc, ce à quoi il faut faire attention justement quand on est quelqu'un dit à plus haute sensibilité. Voilà, et puis Catherine un peu expliquera comment elle travaille, ses accompagnements, et puis on terminera avec voilà, des petits, soit petits conseils ou petites… voilà. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça en fin de webinaire. Alors, si vous avez des questions, gardez-les bien. Soit vous pouvez les écrire dans la discussion, ou alors vous les gardez pour la fin du webinaire. Là, on fera un petit temps questions-réponses. Voilà, à toi. Merci Frédéric. Merci. Je vais peut-être aller vite, mais c'est parce que j'aimerais vraiment prendre un temps pour vous écouter aussi après, d'accord? Donc, vous aurez l'enregistrement, donc n'hésitez pas à aller réécouter si je vais un petit peu trop vite. Mais c'est parce que voilà, déjà les caractéristiques, plus tout le reste, ça fait déjà pas mal. Et je suis très contente de pouvoir transmettre tout ça. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Frédéric, de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité pour ce premier webinaire. Donc, je vais commencer un petit peu avec les pionniers, parce que pour moi, c'est quand même, et les premiers experts, on va dire, parce que pour moi, c'est quand même important de savoir d'où vient ce terme d'hypersensibilité qui a été traduit par hypersensibilité en français. Mais à la base, c'était Hélène Aron, en fait, et son mari qui a observé que certaines personnes avaient une sensibilité plus élevée que les autres. Et donc, c'est elle qui a mis un mot là-dessus et elle parle de heightened sensibility. Et donc de haute sensibilité et pas d'hypersensibilité. Donc, c'est là aussi où Saverio, et donc Hélène, c'est elle qui a fait les premières études sur le sujet, qui a vraiment observé avec son mari. Elle est américaine et elle a défini 4 caractéristiques que je vais vous expliquer après. Et il y a Saverio Tomasella, lui qui est, pour moi en tout cas, un des pionniers français de cette haute sensibilité et qui a créé donc l'Observatoire et qui a même créé la journée de la haute sensibilité. Enfin, non, c'est même plus la journée de la haute sensibilité, c'est la journée de la sensibilité qui est le 13 janvier. Et donc, avec l'Observatoire, on fait vraiment plein de choses autour de la sensibilité cette semaine-là, pas que, mais en tout cas, il y a plein de webinaires gratuits aussi. Et Saverio a écrit une 40aine de livres et pas mal de livres sur ce sujet-là aussi. Katia Sonem, que moi j'ai apprécié beaucoup
voilà, ce livre m'est arrivé sur mon bureau. Vraiment, c'est comme ça que je l'explique parce que c'est vraiment ça. Où j'avais déjà lu pas mal de choses sur le sujet. Et à un moment donné, tout le monde me dit, mais il faut absolument que tu lises celui-là, tu lises celui-là. Et je me suis dit, mais oui, mais déjà, j'en ai pas, enfin, j'ai tellement lu que j'ai l'impression que je lis un petit peu la même chose. Et donc, finalement, ben voilà, c'était une amie qui est arrivée, qui me l'a déposé et je l'ai lu en une traite parce que je trouve qu'elle apporte, en tout cas dans tout que j'avais lu, peut-être que j'avais sans doute pas tout lu non plus, mais qu'elle apporte un côté très explication de comment le cerveau fonctionne quand on a un cerveau hyper, hein, elle parle de hyper, pour que ce soit les hauts potentiels ou les hautement sensibles. Et aussi, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre corps, donc très physiologique en fait. Donc c'est quelque chose, son approche est très concrète et très complète aussi sur l'explication, en tout cas plutôt neuro et cerveau. Carl Jung, sur ceux qui connaissent, en parlait déjà, hein, quand on lit ses citations ou ses livres, on voit que sans doute qu'il avait déjà senti qu'il y avait une sensibilité chez certaines personnes qui étaient plus élevées. Alors, ce n'est pas péjoratif du tout. Vous allez voir que par rapport à ça, je suis très attentive. Donc, mes références, que vous avez entendues, sont surtout l'Observatoire de la sensibilité, où on fait aussi beaucoup de recherches encore sur le sujet. Donc, c'est un thème qui est nouveau et donc du coup qui est toujours en changement. Donc du coup, ça se trouve ce que je vous dis là maintenant, dans 10 ans, il y aura encore plein de choses qui se seront rajoutées ou qui se seront affinées. Et l'hyperacadémie et tout ce que Cathy amène, en tout cas sur le sujet. Alors, pour moi, c'est très important de voir un petit peu, de remettre un petit peu les termes justes, hein, même si je ne détiens pas la vérité. L'hypersensible et la personne hautement sensible, on peut dire qu'il y en a 30% de la population. C'est quand même pas mal. Hein. Hélène Aron, elle disait 20% au départ. Et désolée, c'est ma machine à café qui est en train de se rincer. J'ai oublié de l'éteindre. Dernièrement, donc 2019, je pense, il y a eu deux études différentes qui ont démontré qu'il y a 30% de la population qui aurait une sensibilité plus élevée. C'est un peu comme ça que je vais dire. Ce n'est pas la même chose que le haut potentiel, qu'on entend beaucoup aussi. Donc, le haut potentiel, il y a 2 à 3% officiellement. Je pense qu'il y en a sans doute plus que ça, mais tout le monde ne va pas non plus se tester. Donc, voilà, 2 à 3%. Mais ce n'est pas parce qu'on est au potentiel qu'on est hypersensible. Ce n'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est au potentiel. Voilà, en faisant des calculs, vous voyez bien que du coup... parfois les deux, parfois juste un des deux. Il y a quand même par rapport, en tout cas, à ce que Cathy amène, une grande similitude et certains points de fonctionnement du cerveau entre les deux, parce qu'on a un cerveau qui est le même pour tout le monde, hein, d'accord, qu'on soit hautement sensible au potentiel ou pas, hein, le cerveau, il reste le même. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à aller, ça va plus vite, en fait, dans notre cerveau. Si je dis ça de manière de manière simplifiée. Alors, ce n'est pas une maladie, hein, on entendait tout à l'heure Bruno qui le dit clairement. Moi, j'ai même envie de dire que ce n'est pas un handicap, parce que de plus en plus, j'entends un peu des choses qui me font grincer, où voilà, on va créer finalement un handicap autour de cette sensibilité, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et ce n'est pas un surdon non plus. Donc, moi, j'aime bien de mettre les deux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est hautement sensible qu'on a une étiquette et qu'on a une médaille, quoi. Hein. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Et je pense que ça, c'est important parce que parfois, voilà, ça prend tellement une ampleur. Pour moi, c'est attention aux étiquettes qui enferment et qui cloisonnent. Pour moi, c'est une grille de lecture. Donc, ces caractéristiques-là et les bouquins que vous allez lire ou des choses qui vont vous être expliquées, pour moi, ce sont des clés de compréhension qu'on transmet de par ces caractéristiques. Mais attention à ne pas s'enfermer derrière ça en disant « Oui, mais moi, tout s'explique par la haute sensibilité, je suis hypersensible, donc c'est pour ça que je réagis comme ça, et point barre. » Attention à ça, parce que alors, du coup, voilà, il n'y a pas d'évolution non plus. Frédéric, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? J'approuve juste de... Et comme Frédéric le disait, beaucoup de livres parlent des difficultés de la personne hautement sensible et je ne vais pas vous cacher que c'est vrai que certaines choses dans un monde en plus très hyposensible, hein, je rejoins Brunbeck sur ça, mais parfois c'est pas évident à vivre sereinement tout ça, ok, donc ça je ne le nie pas, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à son histoire. Je veux dire, la haute sensibilité ne va pas expliquer non plus
toutes les difficultés de vie, etc. hein. Quand on traverse un deuil, c'est normal d'être triste. Quand on a eu une enfance avec des manquements, et je dis ça sans jugement, mais il y a aussi tout ça. Donc, il n'y a pas que la haute sensibilité qui peut expliquer certaines difficultés de vie. hein. D'accord? Ça, c'est important aussi. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très, très important. On est une personne à part entière. On est comme un puzzle et la grille de lecture de la haute sensibilité peut être une pièce de puzzle pour mieux se comprendre, mais on n'est pas que ça. Donc, ce n'est pas une personnalité, d'accord? C'est vraiment, moi j'aime bien dire, c'est une manière singulière de fonctionner et d'être au monde. Donc, c'est vraiment aller voir, pas spécialement votre différence, mais votre singularité et voir comment est-ce qu'avec cette singularité-là, déjà, on s'accepte, on s'accueille et après, de mettre en place des choses pour revivre tout ça, ça va mieux. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque personne est différente dans tout ce qu'elle a vécu. Au-delà de ces caractéristiques-là que je vais vous présenter, c'est vraiment important de pouvoir, à un moment donné, même sortir, en tout cas, de cette grille et de se dire qu'on est un vrai arc-en-ciel et chaque personne est singulière et est-ce qu'elle est avec toute son histoire et toutes ses particularités à elle. Alors, quelques petites notions de vocabulaire avant de venir aux caractéristiques. On parle souvent de haut potentiel émotionnel aussi. Alors, il faut savoir que le haut potentiel émotionnel n'est pas spécialement, enfin, hautement sensible ne veut pas dire haut potentiel émotionnel et pas l'inverse non plus, d'accord? Parce qu'en général, quelqu'un qui a un haut potentiel émotionnel, c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle qui est bien présente, donc qui va savoir être en connexion avec ses émotions et pouvoir en même temps faire le tri entre les émotions des autres, etc., d'accord? Et pouvoir aussi réagir de façon adéquate, même si voilà, c'est un peu brut de décoffrage, mais alors que souvent, les personnes hautement sensibles, vous allez voir pourquoi après, c'est compliqué pour nous, en fait, d'accueillir tout ça, de gérer, même si je déteste ce mot-là. Voilà, en général, on est plutôt des volcans qui explosent. Donc, du coup, en effet, notre intelligence, je vais dire ça comme ça, émotionnelle, nous chipote un peu, mais ça aussi, de nouveau, ça s'accompagne et ce n'est pas une tare. Hein, voilà, on a le droit d'exploser aussi, hein, finalement, on est humain. Le but n'est pas de devenir tous des robots. HS n'est pas au potentiel intellectuel, ça je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que les tests de QI, quand on fait un test de QI pour le potentiel intellectuel, il y a 4 intelligences qui sont testées. Alors qu'on parle de 8 intelligences avec Garner, mais on parle de plus en plus de 12 dans le milieu du potentiel. Donc 4 sur 12, c'est pas, voilà, sachez-le, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, sachez que c'est 4 ou 4,5 même dans les intelligences qui existent. Alors, le mot hyper-émotivité est quelque chose de très important. Alors, je vais garder hyper parce que c'est ce que vous allez sans doute lire dans la littérature. Donc, ça veut dire qu'on a l'hyper-émotivité, ça veut dire des émotions plus fortes et qui durent plus longtemps aussi, d'accord? On va être impacté plus longtemps, mais ça, j'en reparlerai après. L'hyperesthésie, c'est les 5 sens plus aiguisés, d'accord? Alors, au potentiel sensible, sensibilité élevée, haute sensibilité, ultrasensibilité, tout ça veut dire la même chose, ça veut dire hautement sensible ou hypersensible, d'accord? Il y a juste une petite nuance avec l'ultrasensibilité au tout début que Saverio avait amené en écrivant des bouquins, c'est que sur le sujet, c'est que lui, il parlait d'ultrasensibilité quand il y avait une empathie très, très, très prononcée aussi, d'accord? Mais tout ça, c'est un peu nuancé. Voilà. Alors, venons au sujet. Donc, Hélène Aron, elle a défini 4 critères. Il y en a un 5e que je vous expliquerai aussi, qui a été après découvert, on va dire ça comme ça, par 2 autres chercheurs sur le sujet, d'accord? Donc, le traitement en profondeur, je prends exactement les noms. C'est pas le bon mot, hyperstimulation, mais c'est pas grave, il s'explique très bien. Donc, le traitement en profondeur des informations, vous allez voir, je vais vous en expliquer. L'hyperstimulation par les 5 sens, mais aussi par tout ce qu'on ressent, d'accord? Ça, je vais vous expliquer aussi. Réactivité émotionnelle et empathie, mais on se rend compte avec les recherches que parfois l'empathie n'est pas spécialement hautement présente, comme on pensait au départ, d'accord? Sensibilité plus élevée aux stimuli subtils, je vous l'expliquerai aussi. Et la 5e, qui n'est pas d'Hélène Aron, mais de Plus, et dans l'autre, mais j'ai oublié, c'est la susceptibilité différentielle, ce sont des mots, mais ça veut dire qu'on est réceptif à la qualité de l'environnement. Mais je vous explique ça tout de suite en passant en revue les slides là-dessus. Donc, traitement en profondeur des informations, ça veut dire qu'en fait, on va
traiter toutes les informations qu'on voit, qu'on sent, qu'on ressent, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, toutes les informations qui vont venir, ça va être vraiment analysé et compris, mais de façon très rapide, ça c'est une chose, mais en plus très profondément, d'accord? Donc, c'est ce qui fait qu'on va, par exemple, garder en mémoire des informations plus longtemps que les autres 70%. Moi, déjà, ça, j'aime pas, vous voyez, ça me fait grincer, mais voilà, là, j'essaie de parler avec ces termes-là. Mais, et surtout quand c'est lié à une émotion. D'accord. Et même parfois des infos qui ne sont pas spécialement, entre guillemets, intéressantes à garder en mémoire. Voilà, on ne va pas les filtrer comme les autres. On va établir des liens constamment. C'est parce qu'en fait, on va comprendre plus rapidement. Hein, on va analyser l'information plus rapidement. Et donc, du coup, on va établir des liens. Certaines personnes vont parler de pensée en arborescence, mais on se rend compte qu'en fait, quasi tout le monde a une pensée en arborescence. À un moment donné, on disait oui, pensée en arborescence pour les hauts potentiels et les hautement X, et pas pour les autres. Mais en fait, on se rend compte de plus en plus dans ces recherches que tout le monde a des pensées en arborescence. Et donc, voilà, on est tous à penser un truc, puis un autre, puis un autre. Mais chez nous, ça va vachement plus vite. Et c'est ce qui fait que parfois, on peut être un peu dispersé ou qu'on a des idées comme ça, pouf, 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 qui viennent. Ou au contraire, qu'on va tout de suite aller vers l'intuition, qu'on ne s'explique parfois pas, en fait. Hein, mais on met intuition ou autre chose derrière. Mais... Alors, du coup, on va être des personnes très créatives. Mais parfois, on va se prendre la tête, d'accord? Moi, j'aime bien d'expliquer que ce traitement en profondeur est une force, mais on en parle déjà, hein, est une force, mais peut aussi parfois se retourner contre nous. Donc, tout le monde a un petit peu cette cognition hein, où on va réfléchir, etc. Ou alors, soit on va ruminer, d'accord? Je crois que l'hamster qui tourne dans la roue, tout le monde sait qu'on soit haut ou pas, enfin voilà, qu'on soit sensiblement élevé ou pas. Mais chez nous, ça va prendre des proportions plus grandes. Et donc, du coup, quand on va être dans la créativité, ben, même parfois, moi, il m'arrivait, je ne le fais plus parce que je sais bien que ce n'est pas bon pour moi, mais de quasi créer mes ateliers sur une journée et de ne pas m'arrêter pour manger, de ne pas m'arrêter pour aller prendre l'air, etc. Et de me rendre compte qu'il était 4 heures et que je devais aller chercher ma fille et que je n'avais pas mangé parce que j'étais dans ce processus créatif et je ne m'arrêtais pas. Donc, c'est aussi une hypercognition. Et ça, c'est très bien parce qu'on crée. À part le fait de ne pas manger, on est d'accord. Maintenant, je ne le fais plus, je me fais des pauses. Mais par contre, quand on est dans l'hypercognition de se prendre la tête, ben là, la rumination peut être plus forte et peut aller même plus loin. Parfois, certaines personnes parlent de scénario catastrophe, etc. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut être attentif et pour ne pas aller se faire déborder par ça, je vais dire ça comme ça. Traitement en profondeur, ça c'est un peu la suite aussi, c'est qu'on va parfois agir, réagir en fonction de nos ressentis, alors que finalement on ne sait pas pourquoi. Et moi je donne toujours l'exemple que moi j'ai eu un petit bébé comme ça, mon premier, on parlait beaucoup de coliques, mais on ne parlait pas beaucoup de reflux à l'époque. Et c'est un petit bébé en fait qui après 10 jours a commencé à pleurer énormément, ne faisait plus ses nuits alors qu'il était bien parti pour les faire. Il dormait déjà à 5 heures et là d'un coup du jour au lendemain, il se réveille toutes les 2 heures, il pleure beaucoup. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, puis on me disait oui, mais non, les bébés ça pleure, puis c'est peut-être ton lait, enfin voilà, tout ce que les mamans peuvent entendre parfois et les papas. Hein. Et moi je sentais au fond de moi qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Et donc j'ai frappé à la porte de plein de monde et à un moment donné, on a enfin entendu ce ressenti. Heureusement, dans mon rôle de maman, j'ai souvent eu vraiment cette confiance, là, cet ancrage, donc merci parce que c'est important, parfois c'est difficile de le garder quand on vous dit. Mais voilà, c'est des choses qu'on va sentir. Et on ne sait même pas l'expliquer, parce qu'en effet, le reflux, moi, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Maintenant, je sais très bien ce que c'est. Et je compatis parce que c'est vraiment pas facile pour les petits loups et les mamans et les papas qui entourent et les grands-frères et les grandes sœurs. Donc, voilà, c'est vraiment cette capacité où, en fait, je pense qu'on fait des liens. Là, ça peut arriver aussi en réunion où on a l'impression qu'on voit une solution et qu'en fait, parfois, il faut plus de discussions entre tout le monde pour que cette solution arrive sur la table, alors que nous, on avait l'impression qu'on l'avait déjà. C'est parce que voilà, le lien se fait plus rapidement. D'accord. L'hyperstimulation, donc c'est bien le terme, je dis des bêtises tantôt. On va capter, moi j'utilise un peu cette main-là, on va capter tout comme si, en fait, toutes les... comment est-ce qu'on appelle sur les radios? Toutes les fréquences, en fait, on n'avait pas de bouton pour choisir notre fréquence. C'est comme si tous les boutons étaient ouverts et donc on reçoit toutes les infos. Donc c'est très épuisant, c'est là où il faut vraiment être attentif. Et même si on ne veut pas savoir ou pas vouloir, on la sent. Alors, vous n'avez sans doute pas conscience, on est d'accord. Hein, il y a des choses sur lesquelles vous avez conscience, du style, moi, les bruits
Les bruits de fond comme ça, je sais que je vais les sentir et qu'à un moment donné, ça va m'irriter. Mais parfois, je ne les entends plus, mais ça me fatigue. Alors que je les entends plus. Enfin, je les entends plus. Mon cerveau, voilà, ne l'entend plus. Mais je sais du coup, ça va être fatigué. Parce qu'en effet, on va les capter. Même si on n'en a pas conscience, on le capte. D'accord? Et donc, on va capter tout ce qui est de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, tous nos ressentis, toutes nos pensées, tous nos trucs qui font glou en nous ou qui font super, on est bien alignés, hein, mais on va le ressentir aussi et sans filtre, d'accord? Donc, on est surstimulé par rapport à nos 5 sens, mais surstimulé aussi par rapport à ce qu'on ressent. Et donc, c'est vraiment, c'est pas qu'on a, dans les 5 sens, il faut savoir que c'est pas qu'on a une meilleure ouïe que quelqu'un d'autre, hein, tout se passe plutôt dans le cerveau, voilà, d'accord? Et donc, la petite image que j'utilise pour expliquer ça. Oubliez le terme normopensant, je déteste ça, d'accord, mais l'affiche, je trouve, elle est très bien. C'est qu'en général, on reçoit des infos, le cerveau reçoit des infos, etc. Et puis, ça passe par un entonnoir pour savoir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas, d'accord? Chez nous, le cerveau ne fait pas ça. Et donc, on a vraiment moins de... C'est prouvé, hein, vraiment, hein, dans des études, etc., avec les capteurs d'inhibition. Voilà, on en a moins, je pense, ou on en a plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il se passe ça au point de vue neuro, quoi. Donc, du coup, c'est vachement plus épuisant pour nous. On va avoir une réactivité émotionnelle et une empathie plus intense. Donc, la réactivité émotionnelle, ça veut dire que si on imagine qu'une émotion, c'est une vague, et c'est souvent comme ça que les professionnels l'expliquent, hein, donc c'est une vague, notre vague, nous, elle va monter plus haut, d'accord? Et en plus, on va réagir très vite. Si une personne réagit à un événement à ce moment-là avec la vague, donc là, nous, en fait, on a déjà réagi, quoi. Donc, on va réagir plus vite aux stimuli. Et la vague, elle va monter plus haute, d'accord? Et en plus, elle va rester plus longue. Donc, elle va redescendre souvent plus tard, d'accord? C'est comme ça qu'on dit qu'on est souvent plus impacté, en fait, par les situations. Parce que ça reste dans notre corps, ça reste en mémoire, ok? Donc, l'histoire d'un film où, moi, je sais que quand je vois un film qui me parle vraiment beaucoup, j'ai vraiment l'impression d'être encore dans l'ambiance du film pendant des heures, quoi. Et même parfois, je me dis, bon, ça suffit maintenant, j'aimerais bien reprendre voilà, un peu ma vie. Ben non, c'est là et il faut que je les change et tout ça et tout ça. Et je vais rester impactée vraiment dans le corps aussi, quoi, plus longtemps par un événement. Ce qui va être super chouette, évidemment, quand c'est des chouettes événements, quand c'est des films qui nous plaisent, etc. Mais imaginez, je fais juste une petite parenthèse là, mais imaginez quand on regarde le téléjournal tous les jours, à un moment donné, vous voyez là où parfois il faut peut-être pas nier, mais se protéger, quoi. Moi, pour ma part, j'ai arrêté, alors que j'étais quelqu'un de très curieuse, j'aime bien d'être au courant, voilà. Mais moi, les journaux télévisés ou même ce que j'entends à la radio, je me dis de toute manière, on ne sait pas faire grand-chose à ce qu'on entend et les images là comme ça, je ne peux plus les voir, donc j'ai décidé d'arrêter. Et je sais que mon mari est là pour me rappeler quand il y a des choses que je dois savoir. Donc parfois, je lui dis non, mais non, ça va, merci. Mais voilà, en tout cas, je n'ai plus visuellement les trucs qui me faisaient du mal avant. Et donc, ce qui peut être perturbant pour les autres, pour nous aussi, mais pour les autres, c'est que notre expression aussi de cette émotion va être plus grande. Donc, on va avoir des réactions parfois où on va exploser comme ça, alors que jusque-là, on était un peu calme. La tasse, vous allez voir après, je crois qu'elle est là-dedans. C'est comme si d'un coup, on allait, voilà, on vit un truc et voilà. Et c'est un volcan qui va après, j'ai expliqué ça une fois, un volcan qui va finalement gerber, quoi. C'est un peu ça. Où les gens vont peut-être ressentir un volcan, mais ça va couler tout doucement. Nous, voilà, ça va vraiment exploser, d'accord? Et c'est ce qui parfois peut poser problème parce que quand c'est lié à de la colère, c'est compliqué. Quand c'est lié à de la tristesse, dans une mince, je pleure tout le temps et ça m'ennuie. Enfin, tout le temps, je pleure beaucoup quand je suis triste. Voilà. Donc, c'est des tsunamis intérieurs intenses et parfois difficiles à comprendre, que ce soit pour la personne ou pour les autres. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Par contre, là où c'est hyper positif, c'est qu'on va comprendre facilement le ressenti de l'autre. Attention de ne pas être dans les champs, dans l'éponge et donc de ne pas prendre trop pour nous non plus parce que du coup, ça risque de nous faire ressasser, ruminer des choses comme ça, de ne pas prendre trop pour nous et de ne pas faire passer le besoin de l'autre avant le sien. Et là, voilà, peut être la dérive de ça. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on est des bons professionnels. C'est ce qui fait qu'on est aussi des bons professionnels. C'est pas, quand je dis ça, c'est pas qu'il y en a des bons et des mauvais, mais on va être attentif à plein de choses naturellement, je vais dire.
On va être aussi des parents très attentifs à comment l'enfant se sent. On va le ressentir vite rien qu'avec une mimique du visage, etc. Et on va ouvrir l'espace à pouvoir l'exprimer. Alors là, on va dépenser une énergie un peu plus pour que les autres se sentent bien. Je pense souvent à l'exemple de ma maman, dans les repas de famille, elle n'est jamais assise parce qu'en fait, elle veut toujours que tout le monde soit bien. Et donc, on finit par manger sans elle, ce qui me rend toujours triste parce que moi, j'ai juste envie qu'elle s'assoie et qu'elle mange avec nous. Mais elle, comme elle a les yeux partout pour être sûre que tout le monde a ce qu'il faut, qu'elle finalement, elle ne se pose pas beaucoup. Donc, par rapport à cette réactivité émotionnelle, moi, j'aime expliquer un petit peu ça comme ça, c'est que je dis aux parents, en général, quand j'explique comment fonctionne une émotion dans l'enfant, l'enfant, il a la capacité de pouvoir accueillir une seule émotion à la fois sans que ça te déborde. Donc, il a vraiment la petite tasse, en fait. Une seule émotion peut déjà engendrer ce tsunami, on va dire. C'est pour ça qu'on a des enfants qui pleurent et puis qui rient. Ils sont très dans les émotions. Avant 8 ans, c'est comme ça. Voire 8 ans, ça peut être 9 ans aussi, ou ça peut être un peu moins. Nous, on a une super grande tasse, d'accord? Et donc, on peut vivre plusieurs émotions. Donc, l'adulte, déjà, peut vivre plusieurs émotions dans une journée. Là, mais il y a 2 choses. C'est qu'en tant qu'adulte, on n'a pas eu tendance à regarder cette tasse, donc on ne la vide pas. Et donc, à la fin de la journée, ça peut exploser pour une histoire de chaussettes, mal rangée. Mais chez nous, en plus, avec la haute sensibilité, la tasse, elle va se remplir plus vite. Parce que, rappelez-vous, on va vivre plus souvent des émotions et les émotions vont être plus intenses. Donc, du coup, c'est là aussi où être attentif à cette tasse et à nos émotions de la journée pour éviter que ça ne déborde le soir ou à 4 heures ou peu importe dans une autre situation, ça vaut la peine aussi. Alors, la sensibilité aux plus grands stimuli subtils, ça veut dire qu'on va percevoir de manière quasi intuitive tout ce qui est nuance et subtilité. Alors, je m'explique. En fait, on comprend et on voit le non-verbal de nouveau de façon plus rapide. Et donc, tout ce qui va être incohérence, tout ce qui va être mensonge, que ce soit volontaire ou pas, on va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, la personne va dire non, tout va bien, alors qu'on sent que bof. Et nous, on va sentir qu'il y a quelque chose qui… Voilà. Alors, attention, toujours aller vérifier, évidemment. Parfois, on croit des choses qui ne sont pas vraies. Enfin, je veux dire, donc, toujours aller vérifier, mais n'hésitez pas aussi quand même à vous faire confiance, quoi. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Moi, j'ai eu un exemple comme ça où pendant plusieurs semaines, je sentais qu'il y avait quelque chose. On me disait non, ça va. Et puis un jour, la personne, elle s'est vraiment… à un moment donné, elle a lâché le truc et elle a dit non, en fait, ça n'allait pas, mais je ne voulais pas en parler. Voilà. Mais parfois, la personne va quand même bien, alors qu'on croit qu'elle ne va pas bien. Donc, de nouveau, tout en nuance, quoi. Et donc, c'est ce qui fait aussi qu'on va sentir les ambiances ou les énergies d'un lieu. L'énergie, on met ce qu'on veut derrière. Ou des restaurants. Moi, je sais que si je rentre, je vais sortir de là en ayant mal à la tête, quoi. Et ce n'est pas la faute du restaurant. C'est juste soit pas assez de lumière, soit les néons qui sont qui ne me conviennent pas, soit trop de bruit, ça résonne trop. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Maintenant, moi, j'ose le dire, quoi. Non, ça, je ne me sens pas. En tout cas, quand je suis avec des personnes… Non. Si ce n'est pas moi qui décide de resto, je ne vais pas non plus imposer tout le temps ma loi, mais c'est important en tout cas de déjà en avoir conscience. On va du coup rechercher des relations souvent qui sont très riches, très intenses, très intimes, avoir des discussions profondes, inspection, comprendre, échanger sur ce que les autres vivent et sur ce qu'on vit. Et donc, voilà, et aussi, c'est difficile pour nous de suivre, s'il y a un groupe autour de la table, d'avoir une conversation qui part dans tous les sens. Donc, on va plutôt, moi je le fais maintenant systématique, quand il y a des discussions croisées, je dis écoutez, là ça ne va pas le faire et je change même de place. Dernièrement, on était en train de boire un verre une terrasse et puis ça partait un peu dans tous les sens et moi je crois que j'ai changé 5 fois de place, quoi. Non, 5 fois, j'exagère, 4 fois. Parce que je sais maintenant que ce genre de conversation croisée ne me convient pas et va me fatiguer ou aussi, je ne vais pas passer une super bonne soirée. Quoi. D'accord. Alors,
Il y a quelque chose qui circule qui parfois, on pense parfois que toute personne hautement sensible est d'office introvertie. Ce n'est pas le cas. Je pense que vous avez remarqué que moi, je ne le suis pas spécialement. Donc, Et je moi, pense j'aime que- vraiment être en contact. Ah oui, c'est ça. J'étais quelqu'un qui adore croquer la vie à pleines dents. Donc, c'est vrai que même les grands groupes, je le fais. Mais je sais qu'après, par contre, j'ai intérêt à prendre soin de moi vraiment et me recentrer chez moi et de passer un jour ou deux. Si je passe un week-end où j'ai vu plein de gens ou un salon même, hein, un salon tout le week-end, je sais que j'ai intérêt à prendre 1 ou 2 journées pour moi, pour me reposer et pour vider cette tasse et la remplir d'énergie plutôt centrée sur moi, quoi. Alors, la susceptibilité différentielle, c'est-à-dire qu'on est très attaché à la qualité de l'environnement, comme tout le monde, évidemment. Je veux dire, si vous êtes dans un emploi qui ne vous convient pas, ben, clairement, vous allez sentir que vous n'êtes pas en joie tout le temps d'aller travailler. D'accord? Ça, je pense que c'est clair. Maintenant, chez nous, ça va vraiment être dans les 2 extrêmes. C'est-à-dire que si on ne se sent vraiment pas à sa place, c'est un peu comme une fleur qui va faner, quoi. Alors que quand on est à notre place, on va vraiment s'épanouir. Moi, j'ai vraiment eu des personnes comme ça qui m'ont dit, à partir du moment où j'ai osé, entre guillemets, parler de haute sensibilité, parce que j'ai vu parfois comme on en fait une étiquette et qui cloisonne et tout un monde, je n'avais pas trop envie de le mettre en avant sur mes réseaux. Et puis finalement, je me suis dit, bon, ben voilà, je le fais et je serai prudente sur comment est-ce qu'on voit les choses et comment je l'amène. Et tout le monde m'a dit, mais il s'est passé quelque chose en toi, tu rayonnes. Il y a vraiment comme si, voilà, cette fleur s'était vraiment épanouie. Et voilà, c'est vraiment très important parce que dans votre boulot, voilà, essayez de voir vraiment là, si vous vous sentez bien à tel endroit, etc., de faire vraiment attention à chaque fois, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Parce que si ça ne vous convient pas, ça va vraiment vous prendre beaucoup d'énergie, quoi. Ok, je vois l'heure qui passe. Alors, je sais que je parle vite, hein, mais c'est important. Il y a encore 2 slides et puis après, on pourra passer aux questions. Les aspects positifs, bah, je l'ai un peu expliqué, hein. Donc, l'hyperesthésie, bah, c'est ce qui, donc les 5 sens, hein, et tout le reste. Bah, c'est ce qui on va vivre plein de belles émotions aussi avec nos 5 sens, hein. On voit un coucher de soleil, ben voilà, on va avoir les larmes aux yeux, même si c'est le même coucher de soleil que la veille. Ben moi, je suis toujours voilà, éblouie mais dans le bon sens du terme, par les couchers de soleil. C'est ce qui fait que moi, quand je vois que maintenant, il y a plein de pâquerettes de choses dans mon jardin, ben, ça me met en joie. Et les 5 sens sont là aussi pour apaiser. Donc, c'est vrai que, par exemple, si vous êtes... moi, c'est l'ouïe, vraiment. L'ouïe, c'est quelque chose de... Parfois, une conversation grasse, comme ça me fait quasi mal. Mais par contre, je vais adorer écouter une belle musique et ça va m'apaiser. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je travaille beaucoup en groupe ou en individuel, de voir quels sont les sens qui sont très forts chez vous, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces 5 sens, enfin ces sens-là très forts chez vous, pour aussi apporter un apaisement du système nerveux. L'hyperstimulation, la perception des détails subtils, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est cette fameuse intuition, cette fameuse empathie qu'on a en nous. Il faut juste pouvoir se reconnecter à elle et avoir confiance en ce qu'elle nous dit. Réactivité émotionnelle, ça rejoint un petit peu, on va être la joie. Ok, la tristesse va être plus forte, mais la joie aussi. Donc, on va être vite ému par quelque chose. La gratitude, à un moment donné, elle est très, très, très forte aussi. L'hyper-empathie, j'en parlais tout à l'heure, on va plus facilement, ça me grince aussi de le dire comme ça, mais plus facilement peut-être comprendre ou en tout cas capter quelque chose, hein. L'hypercognition, voilà, on va, en effet, parfois ça va être très fort, mais on va avoir une analyse en profondeur dans notre introspection à nous. Et c'est ce qui crée aussi, moi, je trouve, de belles collaborations parce qu'on va échanger toute notre créativité et voilà, et aller vers les personnes avec lesquelles on peut échanger. Les points auxquels il faut être attentif, auxquels je propose d'être attentif, c'est vraiment cette surcharge, en fait, hein. On pourrait reprendre l'idée de la tasse, c'est qu'à un moment donné, cette hypersensibilité sensorielle, cette hyperstimulation à toutes ces perceptions de détails, etc., le fait que ça ne se trie pas dans notre cerveau, hein, ça ne filtre pas, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On va être en surcharge, on va être en fatigue extrême, et la fatigue, c'est un cercle vicieux, parce que quand on est fatigué, on est encore plus sensible, hein.
Et à un moment donné, ploup, ça pète les plombs et on décharge en fait. On arrive à une décharge qui peut parfois, pour l'entourage, dire voilà, c'est là qu'on va péter une durite une fois, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il y a une saturation qui est arrivée auquel on n'a peut-être pas été attentif parce qu'on ne s'en rend pas compte, d'accord. Et alors, à un moment donné, il faut que ça sorte et ça sort peut-être pas au bon moment, au bon endroit et de la façon dont on aimerait bien, d'accord. Donc ça, c'est vraiment essayer d'être attentif à quelles sont les ambiances, les moments, les bruits, les odeurs, tout ça. Qu'est-ce qui ne vous convient pas pour éviter cette saturation, en tout cas par rapport aux 5 sens et à tout ce qui est hyperstimulation. Moi, je vous donne un exemple, c'est que ça fait 1 an maintenant que je me dis, moi, je vis avec mes lunettes de soleil, c'est comme ça. Parce que le soleil, la luminosité du soleil est très agressif pour moi. Alors, on pourrait dire, tiens, oui, mais quelque part, tu ne t'habitues pas à vivre avec la luminosité du soleil et peut-être que du coup, quand tu les retires, c'est encore pire qu'avant. Je me suis posé longuement la question quand même, mais ce qui m'a fait comprendre qu'il valait quand même mieux que je porte mes lunettes de soleil, c'est que j'ai quasi plus de migraine ophtalmique depuis que je pose ces lunettes de soleil, depuis que je les porte constamment. Donc, j'ai encore des céphalées, hein, je n'ai pas dit que tout était réglé, mais en tout cas, d'un point de vue ophtalmique, je n'en ai pas. Donc, c'est toujours cette, est-ce qu'on s'adapte ou est-ce qu'on se suradapte? Et je pense que ne pas mettre de lunettes de soleil chez moi, c'est me suradapter, puisque à chaque fois, ça me provoquait des migraines ophtalmiques. Et que je me rends compte maintenant avec le recul que j'en ai plus de pied en main, d'accord? Je le vois. Donc ça, c'est aussi à vous de voir. Est-ce que vous vous adaptez ou est-ce que vous vous suradaptez? D'accord? Parce qu'en plus, avec notre grand cœur, là, et notre volonté, notre côté un peu perfectionniste aussi parfois, on va voilà, passer de l'adaptation à la suradaptation sans s'en rendre compte. Donc, s'adapter, c'est bien, se suradapter, voilà. L'hyper-empathie, attention à ne pas souffrir avec, souffrir à la place même. Donc, si vous ressentez comme ça à un moment donné une émotion et que vous vous dites, tiens, c'est comique, mais c'est pas vrai, enfin, comique. C'est bizarre, c'est pas comme ça que je la ressens, cette émotion-là d'habitude. Posez-vous du coup la question, est-ce qu'elle m'appartient ou pas? Et quand vous êtes dans un groupe avec lequel vous avez confiance, n'hésitez pas à demander, mais tiens, il y a quelqu'un qui se sent un peu bizarre là, à ce niveau-là. Et puis voilà, ça peut ouvrir aussi la discussion et l'échange du coup là-dessus. L'hypercognition, attention, hein, les points attentifs, c'est qu'on va du coup plus vite ruminer, d'accord, que ce soit dans le passé où « oh, j'aurais dû faire ça, nanana, oh, mais si jamais j'avais dit ça, ou si j'ai dit ça, est-ce qu'il m'a dit ça, et puis quand il a fait ça, est-ce que ça veut dire ça, nanana ?» Ou alors ruminer par rapport à oh, « mon Dieu, mais il pourrait arriver ça, si je vais par là ou non », ou « oh là là, j'ai pas dit ça à quelqu'un, donc peut-être qu'il va arriver ça, etc. » D'accord? Et donc, c'est là où, du coup, on se met un peu en état de stress et d'hypervigilance tout le temps. Et là, pour calmer un petit peu ce système nerveux, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Je vais quand même reprendre ce que je l'avais dit. Non, je n'ai pas mis celui-là, mais c'est un peu la même chose. Hein. C'était vraiment, voilà, vous avez compris, c'est que ça peut être très beau quand on se connaît, en fait. Hein. C'est très beau quand on se connaît très bien, mais c'est comme dans tout, évidemment. Mais où, si on ne sait pas, parce qu'on ne se connaît pas bien, c'est où que ça va saturer, c'est là que ça nous amène la fatigue, c'est là que ça nous amène l'irritation, c'est là que ça nous amène l'épuisement. Voilà, voilà. On peut peut-être pas laisser parler, alors du coup, on a commencé un peu plus tard, est-ce que jusqu'à 35, ça va pour vous? Je vais arrêter le partage. Ok. Oui, mettez peut-être dans le chat ou si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun souci, mais voilà. Si c'est OK pour vous de un peu allonger le webinaire et surtout si vous avez des questions, c'est le moment de les envoyer. Oui, là je suis avec le chat. Et si vous n'en avez pas, je peux continuer ce que je comptais Pendant 2 heures. Mais on parlait des besoins, etc. Et de voilà, à quoi être, quels sont les petits trucs. Ah, pas de souci, vous pouvez continuer, Sandrine. Merci. OK. Pas de questions maintenant alors? Non? Alors peut-être la question qu'on avait reçue que j'avais reçue en préalable et la personne m'avait dit qu'elle ne pourrait pas être là en direct, donc elle ne peut pas la poser. Concernant les tests, est-ce qu'il y a des tests? Voilà. Merci. Oui. Alors,
Hélène Aron a créé un test, je pense, de 15-20 questions. Et depuis, il y a eu voilà, d'autres personnes qui ont sans doute proposé d'autres tests. Moi, je suis habilitée à passer le test que l'Observatoire a. Donc, c'est 2 fois 25 questions, je pense. Mais c'est un test. Alors, le mot n'est pas peut-être juste, mais c'est quand même un test qui est, contrairement au potentiel qui est, lui, lié à un test de QI et donc bien quantitatif, il dit bien. Ici, ça va être des questions pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à votre sensibilité, d'accord? Donc, moi, je suis habilitée à le passer, mais je le fais toujours passer dans un contexte d'un accompagnement. Donc, je sais que j'ai des collègues qui le font passer parce qu'il y a une demande, j'aimerais bien le passer pour voir si je le suis ou si je ne le suis pas. Moi, c'est souvent quand même dans un cadre d'accompagnement. Pourquoi? Parce que de ce test-là, le but un peu du test, déjà, déjà j'aime bien de savoir pourquoi est-ce que les gens veulent le passer, parce que qu'est-ce que ça veut dire pour elles, et si elles ne le sont pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que c'est quand même important de voir quelles sont les attentes derrière ce test. Et après, en fait, de ce test va ressortir ce qui finalement fatigue plus la personne. Est-ce que c'est plutôt le côté sensoriel? En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise, d'accord? Parce qu'en fait, en gros, c'est 0 à 5, et puis s'il y a X4 et X5, c'est que vous l'êtes. En gros, c'est un peu ça, quoi. Mais il est très complet, hein. Je veux dire, 50 questions, c'est déjà... Voilà, hein. Et alors, on va tester l'intensité et on va tester aussi la fréquence. Donc, il y a vraiment un petit peu des deux côtés. Donc, du style, une question, c'est avez-vous l'impression que la nature vous apaise? Ça va être, j'invente, hein, là je ne dis pas, ça va être en termes d'intensité, est-ce qu'elle vous apaise beaucoup, de 0 à 5, et en termes de fréquence, est-ce qu'elle vous apaise à chaque fois que vous y allez, d'accord? Un petit peu, c'est pas spécialement une question du questionnaire, hein, mais, et donc, ce questionnaire-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'amène, permet d'ailleurs, je parle d'un questionnaire, hein, pas d'un test, d'un diagnostic, pitié, va permettre à la personne de mieux se connaître et de voir c'est où, est-ce que c'est plutôt dans l'hypercognition qu'il faut travailler, c'est plutôt dans la saturation des 5 sens, c'est plutôt dans l'émotion, et alors, c'est comme ça qu'on voit si on commence par aller ce côté-là ou l'autre côté. Donc, moi, c'est vraiment comme ça qu'en tout cas, j'amène ce test-là. Ok, merci. Et merci à Valérie qui le réécoutera en replay pour cette question-là. Et c'est comique parce que justement, hier matin, j'avais une séance avec une personne et justement, on a un peu parlé de ça. Et autant, il y a des personnes qui, entre guillemets, ont besoin ou envie d'un test pour confirmer ou peu importe. Et d'autres qui, à l'inverse, n'aiment pas quand on parle de ça parce que ça fait mettre une étiquette et qu'on n'aime pas les étiquettes, etc. Et donc, moi, je dis toujours que je n'aime pas non plus les étiquettes, mais que parfois, en nuançant, le fait de comprendre un fonctionnement, notre fonctionnement, ça permet justement d'aller s'apaiser et de pouvoir mieux fonctionner avec soi et avec les autres. Et donc ici, c'est pas du tout, et je pense que, et tu l'as très bien présenté, c'était vraiment une super présentation. C'est pas dans le but de nous enfermer quelque part, mais plutôt de savoir où sont les points d'attention pour prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, en fait, c'est prendre soin des autres. Parce qu'en effet, si on ne prend pas soin de soi, on va commencer à saturer son système nerveux, à ne pas savoir se réguler, à crier sur ses enfants sans raison. Et du coup, aller dans le cercle vicieux de qu'est-ce qui ne va pas chez moi, avec les retours des gens qui, en effet, n'ont pas le même fonctionnement, des phrases que tous les personnes hautement sensibles ont déjà entendues, mais arrête un peu d'en faire toute une montagne, arrête un peu de te mettre dans des états pareils pour, Et quand, justement, on n'a pas cette grille de lecture dont tu parlais, on peut se sentir vraiment à part avec un problème. Et donc, pour moi, l'idée d'aller aborder ce thème de l'hypersensibilité, ce n'est pas du tout pour enfermer les gens ou mettre des étiquettes, mais c'est pour aider les personnes à se comprendre mieux. Et comme tu l'as vraiment bien dit, c'est une grille de lecture. Pour moi, je dis toujours en séance, vraiment, la clé pour s'apaiser, c'est se connaître. Mais se connaître de 1000 façons. Et donc, son fonctionnement, le fonctionnement de son cerveau, c'est important. Et donc, à partir du moment où on va aller explorer ça, du coup, après, c'est comme tu l'as dit, pas s'en servir comme excuse en disant « Ah, moi, je suis hypersensible, donc je ne fais pas d'efforts. » Et voilà. Non, c'est vraiment un tremplin pour dire « Ok, je vois où sont mes pièges, je vois où est mon fonctionnement. Je vais plutôt en tirer des leçons pour, comme tu le dis, profiter, mais savoir que j'ai besoin de temps de repos pour aller apaiser mon système nerveux qui est en
on se C'est toujours recharge plus vite Voilà, c'est ça. que quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée, mais voilà, parce que finalement, ce travail-là, il est pour tout le monde, en fait, d'aller Tout à à la fait. rencontre de soi, d'aller dans l'accueil de soi. J'ai bien aimé quand tu as parlé des émotions. Moi, en séance, combien de fois je dis, je déteste le mot gérer les émotions, et pourtant, je l'utilise. Et sûrement, si tu as Oui, parce que c'est normal, remarqué, il n'y a voilà, pas de souci. c'est dans le langage commun, mais en effet, une émotion, ça ne se gère pas. Une émotion, Mhm. ça arrive et puis on l'accueille. Et donc, Oui. c'est vraiment accueillir aussi qui on est, mais ça, c'est le travail de toute personne, en fait, de tout être humain. Hein. On est enfin, voilà. Mais oui, et ça permet justement, du coup, merci beaucoup, parce qu'on a vraiment la même façon de voir les choses par rapport à ça. C'est clair que même moi, quand les personnes elles viennent me trouver, même si à un moment donné, on parle des caractéristiques de la haute sensibilité, mais j'accompagne d'autres personnes qui ne me parlent même pas spécialement de ça. Un peu de la même façon, attention, hein, je ne suis pas protocolaire, mais les outils sont les mêmes. Hein. Et donc, pour répondre à Sylvie, alors la question est très vaste, hein, parce que gérer son stress au quotidien, quelles sont les activités qui aident? Voilà, moi je suis très fan de pauses pour soi, donc des pauses de 5 minutes de reconnexion au moment présent. Donc, des pauses de 5 minutes, 3 pauses de 5 minutes de reconnexion au moment présent et de reconnexion à soi. D'accord? Mais ça, c'est très vague. Et donc, moi, je vais aller voir avec la personne qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui l'aide à poser ce mental, poser ce système. Voilà, ça, je peux répondre à la question un peu comme ça. Mais par contre, je peux partager aussi le slide sur quels sont les besoins de la personne hautement sensible. Mais d'un côté, attends, parce que là, je ne l'ai pas partagé. Non, on ne voit pas, non. Mais qui répondent, comme tu le dis si bien, Frédéric, je ne vous retrouve plus. Ah, voilà. Comme tu le dis si bien, se connaître. Moi, j'aimerais que tout le monde, en fait, puisse avoir la possibilité de se connaître pour savoir qu'est-ce qui lui fait du bien et de se comprendre et de s'accueillir et de s'aimer, en fait. Hein. C'est un peu moi, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Mais donc, voilà, pour répondre un petit peu quand même à Sylvie, moi, c'est vraiment faire régulièrement des pauses pour revenir au moment présent, pour revenir au corps. Parce qu'en général, on est quand même fort dans notre mental et ça, c'est dû à notre système de société. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. Mais contextuellement, si on va dans l'Asie, on fait quasi tous un moment de retour à son corps le matin avant de commencer à aller travailler par de la gym, mais c'est prévu dans le système comme ça. Nous, on a à la limite une grosse tête et un petit corps, quoi, où le corps est parfois mis en arrière. Quoi. Non, mais... Et donc, moi, c'est vraiment des pauses, mais alors, je n'ai pas... C'est difficile pour moi de donner des outils comme ça parce que un outil pour une personne ne va pas être OK pour l'autre. J'ai plein de respirations que je peux proposer, mais la personne va tester plein de respirations, elle va trouver celle qui vous convient. Il y a des personnes qui revenir au corps, c'est vraiment compliqué au début, et donc on va plutôt passer par aller un peu dehors et observer tout dans la nature. Avant de vraiment faire une respiration en pleine conscience, parce que ça, c'est encore trop compliqué, trop complexe. Mais vraiment faire régulièrement des pauses qui permettent de vider la tasse que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, il y a un grand besoin de se ressourcer, évidemment, quand on est une personne hautement sensible, encore plus que tout un chacun, parce que cette tasse se remplit plus vite. Donc, on a besoin de calme, on a besoin de repos, et aussi pour calmer ce système nerveux qui est souvent tout le temps en réactivité. Quoi. Ça, c'est quand même, Cathy, elle en parle beaucoup, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a tendance à être en réactivité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on récupère moins vite, quoi, si je me permets de nouveau de simplifier. Adapter son environnement pour éviter la saturation, ça aussi, c'est un conseil. Voilà, moi, je sais que, par exemple, là, ma fille a ramené des fleurs super belles, qu'elle a été coupée avec mon mari. Mais ça fait 2 jours qu'elles sont là et chaque fois que je les vois, je me dis il faut que je les sorte parce que je sens que depuis, je suis très fatiguée, parce que je sens que mon nez est pris par l'odeur que je n'aime pas de ces fleurs-là. Donc, voilà, vous voyez, moi, je suis professionnelle, pourtant, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ça fait 2 jours que je me dis je dois les retirer. Je les ai mis quand même dans la buanderie, mais mon mari les a remis. Donc, du coup, c'est s'observer. Moi, ma méthode, donc voilà, c'est vraiment comme ça, comme tu demandais tout à l'heure, Frédéric, comment je travaille, c'est vraiment s'observer. Alors, observer à chaque fois qu'une situation est complexe, à chaque fois qu'une situation provoque du stress, à chaque fois qu'une situation provoque de l'inconfort, moi, voilà, je vais vous proposer d'observer quelles sont les émotions, quelles sont les pensées, quels sont vos besoins. Mais ça, c'est quelque chose que je fais avec, voilà, que vous soyez hautement sensible ou pas, s'observer dans les émotions, dans les pensées, dans les besoins et dans tout le reste aussi. Voilà, c'est comment est-ce qu'on prend soin de soi.
Mais donc, plus spécifiquement par rapport aux personnes hautement sensibles, c'est développer son intelligence émotionnelle. Mais pourquoi? Et déjà, derrière une émotion, il y a souvent une demande de besoin, une demande de changement, une demande d'amélioration, d'adaptation, mais aussi pour différencier les émotions de soi et des autres, parce que parfois on en fait un petit peu un mélange. Pour développer sa connaissance de soi avec ses propres besoins et travailler aussi la peur du regard de l'autre et le rejet. Hein. Tu disais quand même tout à l'heure, Frédéric, et je te rejoins totalement, où parfois on peut, je vais arrêter par partage du coup, on peut se retrouver vraiment dans des situations où on a l'impression qu'on ne réagit pas de la même façon que les autres et ça nous est reproché. Et moi, je l'ai vécu, hein, clairement. Je ne vais pas commencer à et même moi, je me demandais, mais pourquoi est-ce que tout le monde adore se disputer comme ça? Pourquoi tout le monde, on n'ose pas dire les choses alors qu'il vaudrait peut-être mieux en parler une bonne fois et d'être tous sincères envers nous? Pourquoi est-ce que les garçons disent qu'ils ne doivent pas pleurer? Pourquoi? Enfin, voilà, et donc à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit, mais je suis un extraterrestre ou est-ce que c'est les autres qui sont des extraterrestres? C'est parfois un passage qui est difficile. Ouais. Donc, Ah oui, c'est une transition. Ouais. Et une fois qu'on s'accueille, comme tu as dit, quand je l'ai manifesté sur les réseaux et qu'on m'a dit je rayonnais, c'est pour ça que je dis que c'est une force, mais c'est vrai que tant qu'on est dans le je ne sais pas, je suis anormal, on me le reproche, etc., mais on peut en effet être dans le cercle vicieux, alors qu'à l'inverse, quand on l'assume pleinement, qu'on fait ce qu'il faut pour nous et qu'on prend la responsabilisation en fait de ses besoins, de ses émotions, mais comme toute personne en fait, bah, du coup, ça peut apaiser son relationnel et puis on peut rayonner parce que finalement, on se rend compte qu'on a une pépite à l'intérieur de soi parce que, enfin voilà, comme tu dis, moi, c'est pas les pâquerettes, mais c'est les oiseaux. Je peux passer, enfin voilà, dès que je vois un vol d'oiseaux, ça me nourrit, mais comme si c'était la première fois que je voyais un vol d'oiseaux, même si je suis hyper stimulée par plein de trucs, plein de projets, etc. Mais du coup, c'est vraiment de mettre de la conscience sur ces moments qui nous ressourcent. Parce qu'en effet, autant on peut aller vite être saturé de certaines choses, mais à l'inverse, des petites choses peuvent nous nourrir comme si, enfin voilà. Donc c'est vraiment important, en effet, comme tu dis, de s'observer et de savoir ce qui est bon pour nous, mais de nouveau, c'est une règle qui est applicable à tout le monde, en fait. Donc, oui, et parfois, on tourne tellement rond nous-mêmes que parfois, ouvrir la porte de l'échange avec d'autres personnes qui ont connu ça. Quand je dis ça, c'est pas spécialement tout de suite un thérapeute non plus, mais c'est voilà, échanger avec des personnes qui ont vécu ça, lire des livres, ça permet cette grille de lecture qui va nous déculpabiliser parce qu'il y a parfois un côté culpabilisant ou honteux, hein, je pourrais même aller jusque-là, ou parfois juste... je sais pas, moi je me souviens d'une personne qui m'a dit, qui me disait quelque chose, et puis je dis, mais rappelle-toi un peu, tu te rappelles une des 5 caractéristiques, c'est ça. Il me dit, oh oui, c'est vrai. En fait, ça va, je vais plus me vouloir pour ça. Mais il n'y en a rien à faire, hein, ça soulage, quoi. Mais bien Donc, sûr. c'est ça, cette grille de lecture-là. Hein, et c'est pas pour ça que la personne se déresponsabilise. Il y a quand même cette envie de changer, ça. Enfin, de changer, j'aime pas ce terme-là non plus. D'accueillir et d'accepter ça. Hein. Mais c'est clair de comprendre déjà un peu tout ça. Mais c'est Fabrice Midal, je ne sais pas si les personnes le connaissent, il a écrit notamment un livre, je ne me souviens plus le titre, mais Suis-je hypersensible? Et il a écrit un autre livre bien connu, mais voilà, le nom m'échappe. Mais je me souviens que j'avais vu une interview de lui où il est un peu philosophe, un peu spécial, etc. Mais il dit, moi, j'ai découvert, entre guillemets, que j'étais hypersensible à passer 40 ans, où j'étais un repas. Oui, voilà, un repas enfin, un colloque, et où il dit, un neuropsychologue lui a dit, je pense que tu es hypersensible. Et il dit, moi, j'ai pris ça, mais comme une injure. Comme il dit, mon ego s'est tout de suite refermé en disant, mais avec quoi tu viens, ton étiquette? Et il dit vraiment, au début, ça... J'ai refusé ça en bloc et puis en m'intéressant, en fait, il s'est dit ça a expliqué tellement de choses de mon enfance, des réactions que j'avais, de ce que mes parents me disaient, etc. Et il dit ça a apaisé en fait immédiatement en fait toutes ces années de lutte quelque part contre qui on est, etc. Et donc c'est dans ce sens-là parce que je fais référence à la discussion que j'ai eue avec la personne qui est venue chez moi hier en séance, qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle est inscrite. Moi non plus, je n'aime pas les étiquettes, mais à un certain moment, ça peut apaiser la lutte interne qu'on a, comme tu dis, parce qu'on est des personnes qui voulons tellement bien faire et avec une tendance à se suradapter que finalement, on va se suradapter tellement qu'on va se renfermer et qu'on va enfermer en fait tout ce qui est en nous. Et donc là, ça permet de juste d'étendre le truc pour aller voir ailleurs et pas rester bloqué dans cette étiquette-là. Mais ça peut être aidant de mettre des mots
en tout cas, sur Tout à comment fait. ça fonctionne, Moi, quoi. je te rejoins, hein. Je te rejoins et c'est finalement pour ça que j'ai osé, entre guillemets, aller en parler comme ça sur les réseaux sociaux, alors qu'au départ, je m'étais dit non, parce que je veux justement pas rentrer dans cette histoire d'étiquette, etc. Ouais, Mais d'un autre côté, on voit à quel point ça fait un bien fou. Et je suis passée par voilà. là. Quand j'ai découvert, je me dis, ah ouais, ok, ça explique ça. Puis je relisais un autre truc, ah, ça explique ça. Puis on se dit, waouh, mon Dieu, quoi, si je l'avais su plus tôt. Ouais. Mais oui, Donc voilà, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans. Et ça, non, on a tous les deux le même discours. Parce que de toute manière, ça ne va pas aider, que ce soit vous ou l'entourage. votre enfant. Ouais. Ok, bon. Voilà, voilà. Et concernant la question de Sylvie, en fait, prochainement, mais je voulais d'abord mettre en avant des personnes qui, voilà, dont j'aime le travail, etc. Donc, pour les prochains mois dans les webinaires, mais je ferai aussi un webinaire pour la gestion de stress, libération de stress, etc., qui est un petit peu mon dada à moi. Et donc là, j'aborderai aussi des techniques qu'on peut mettre en place, justement, principalement pour revenir au corps, en effet, pour apaiser son système nerveux, etc. Donc voilà, c'est un teasing pour les prochains mois et de rester fidèle à ces webinaires qui ont démarré aujourd'hui. Et donc voilà. Et merci en tout cas, Catherine, pour cette super présentation. Et merci beaucoup, Frédéric, pour l'invitation. Ça m'a vraiment touchée quand tu es venu vers moi. Puis en plus de dire que c'était le premier, ben voilà, c'était. Merci beaucoup. Moi, ce que je peux peut-être rajouter, parce que par rapport à. Oh, merci Sandrine, c'est gentil. Merci. Merci Sandrine. Si jamais le thème de la saturation vous intéresse, en tout cas de comprendre encore un peu plus, moi, dans le cadre de la semaine de l'observatoire, de la sensibilité par l'observatoire, il y a j'ai 2 webinaires qui sont gratuits. Puis il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas, ceux que moi j'ai faits qui sont gratuits. Si vous allez sur la semaine de la sensibilité sur l'observatoire sur YouTube, c'est attention à la saturation chez les personnes hautement sensibles ou les micro-pauses. Voilà, l'importance des micro-pauses chez les personnes hautement sensibles. N'hésitez pas parce que là, on vous a fait tester, je l'ai fait avec une collègue, hein, on vous a fait tester plein de petites pauses et de retour au corps et de moments présents et on vous donne plein de petites pistes là-dessus. Donc, comme je voyais que Sylvie, c'était aussi une demande. Et voilà, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit mail pour que je vous envoie tout. Sur ma page Facebook, normalement, tout. De toute façon, je mettrai dans le lien, donc j'enverrai un lien avec le replay et je mettrai où te trouver, les personnes qui ne pas encore, etc., toutes les infos et nos actualités. Moi, j'en profite aussi pour dire qu'il y a une conférence gratuite à l'espace, si vous êtes dans la région, en Belgique déjà, et dans la région près de Oui, il y a une conférence gratuite le 25 mai sur justement la gestion du stress. Donc, l'espace santé où je suis le mardi. Il y a encore plein d'autres choses, mais justement, je mettrai ça sur le replay, comme ça on ne prolonge pas plus loin. Et sachez que le mois prochain, si vous n'avez pas vu les infos, on va parler de l'anxiété, qui est aussi quelque chose qui revient fréquemment et qui n'est pas toujours bien cerné, parce que voilà, c'est un peu tout. Et enfin voilà, donc là, on va aborder ce point-là avec Mélanie Sténier. Et donc voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous faire un retour maintenant ou plus tard. En tout cas, vous recevrez le lien avec le replay, en espérant que la vidéo s'enregistre bien déjà. Et parce que la technique, c'est parfois... voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas après si vous avez d'autres questions. C'est toujours un bonheur de pouvoir transmettre toutes ces choses-là et de partager. Merci vraiment, merci Frédéric et merci à tout le monde dans le chat. Merci. Voilà, je vous souhaite une super après-midi. Merci pour tous vos messages. Plein de couleurs, de papillons, d'arc-en-ciel qui vont nous rebooster pour l'après-midi. Oui, c'est clair. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.